10 ans s'étaient écoulés depuis notre mariage. 10 ans pendant lesquels, insidieusement, un silence glacé avait pris la place des mots, des regards, des gestes tendres. Ce silence-là n'était pas un calme apaisant, mais une absence sonore plus tranchante que n'importe quelle dispute. Entre Smith et moi, il n'y avait plus de conflit, juste une routine bien huilée, vide de chaleur, qui ne laissait aucune place à la surprise ou au désir. Notre maison était propre, impeccable, presque chirurgicale dans sa précision, le café servait à 8 heures pile, les factures étaient réglées à temps, l'intimité réduite à des gestes mécaniques, et nos dimanches soirs, ils ressemblaient plus à une corvée partagée qu'à un moment de complicité. On riait parfois, oui, mais c'était un rire léger, de surface, comme un automatisme. Nous étions devenus des collègues de vie, des partenaires logistiques, pas un couple. Ce soir-là, après l'amour si on pouvait encore appeler ça ainsi, Smith s'est retiré sans un mot. Je suis resté un instant figé, puis j'ai attrapé la télécommande et allumé la chaîne sportive. Le bruit du match, lointain, me paraissait plus vivant que notre silence. J'ai levé les yeux vers le plafond, à la recherche d'un signe, d'un souffle, de n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Je n'étais ni en colère, ni triste. J'étais simplement vide. Un vide profond, ancien, comme une poussière fine accumulée dans les recoins d'une pièce qu'on n'ouvre plus. Et ce vide, il s'était glissé là lentement, sans bruit, depuis des années. Smith ne l'avait pas vu. Il n'avait jamais vu. Alors, sans me retourner, je l'ai dit, d'une voix calme, presque lasse. « Tu ne me suis plus. » Ces mots, je les ai sentis couper l'air entre nous comme une lame invisible. Smith s'est figé. Une fois. 2 fois. Puis il a crié. Sa voix tremblait. Il a pleuré. Il s'est redressé brutalement, a enlevé ce qu'il portait encore, et a baissé la tête vers le sol. J'ai cru qu'il allait partir. Une partie de moi l'espérait. J'avais besoin qu'il parte. Mais il est resté. Et dans un souffle à peine audible, il a murmuré. Alors, je trouverai quelqu'un qui le saura. Je n'ai compris ce qu'il voulait dire que 2 jours plus tard. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé 2 hommes dans notre salon. 2 inconnus. J et Kero. Ils étaient grands, imposants, assurés. Le genre d'homme qui change l'atmosphère rien qu'en entrant dans une pièce. J avait les bras tatoués de motifs noirs et hypnotiques, son regard était fixe, pénétrant. Kero, lui, portait un sourire discret et une chaîne dorée qui captait chaque éclat de lumière. Derrière eux, immobile, se tenait Smith. « Tu as dit que ce n'était pas suffisant », déclara-t-il d'un ton plat, presque administratif. À ce moment-là, tout mon corps a crié de fuir. Mais une autre part de moi, plus sombre, plus obscure, est restée. Une curiosité étrange m'a retenue. Une pulsion silencieuse. J'étais encore là. J'étais infamée. Et eux, ils étaient là aussi, disposés comme un festin auquel je n'avais jamais osé goûter. Cette nuit-là, tout a changé. Smith ne me toucha pas. Il ne s'approcha pas. Il me regardait simplement, debout, les bras croisés, son regard inébranlable fixé sur moi. Il n'y avait ni colère, ni honte dans ses yeux. Juste une forme d'observation clinique. Comme s'il était déjà ailleurs. Et moi, Camille, celle qui pleurait encore aux anniversaires oubliés, qui gardait les cartes postales et les fleurs séchées comme des trésors, j'ai senti quelque chose naître en moi. Un frisson. Un élan. Une étincelle. Pas de passion, non, mais d'espoir. Un espoir brut, sauvage, presque effrayant. Et c'est ce qu'il m'a offert cette nuit-là, une liberté terrifiante. Il est venu vers moi après, m'a tendu une serviette et a essuyé doucement mon front, comme il l'avait toujours fait. Puis, sans dire un mot, il est allé se coucher seul. Moi, je suis restée là, debout, tremblante. Ce n'était pas la honte qui me faisait trembler. C'était l'adrénaline. Et cette honte, je l'ai attendue. Elle ne vint jamais. Les visites ont continué. Parfois, c'était Chaleine, seul, mystérieux. D'autres fois, ils étaient 2. 3. Smith, lui, ne participait jamais. Il regardait. Il orchestrait. Il choisissait.
Au début, j'ai voulu croire que c'était sa façon malade de nous sauver. De sauver quelque chose. Qu'il voulait peut-être répondre à ma faim par la permission plutôt que par le conflit. Mais j'ai vite compris. Il ne s'agissait pas de sauver. Il s'agissait de me laisser partir. De m'offrir à d'autres pour mieux m'oublier. J'ai changé. J'ai commencé à porter des talons chez moi, des robes rouges en soie. Je leur envoyais des messages quand il me manquait. Parfois, c'était lui qui m'envoyait un rappel. Un horaire. Une consigne. Puis un jour, Malik est arrivé. Plus grand. Plus âgé. Silencieux. Et ce soir-là, en le présentant, Smith a simplement dit. Ils amènent quelqu'un de nouveau. Prépare-toi. Cette nuit-là, quelque chose en moi s'est brisé. Pas à cause de ce que j'ai vécu, mais à cause de ce que j'étais devenue. De la banalité de tout ça. Je n'étais plus une épouse. J'étais un programme. Une séquence. Et Smith? Il n'était plus mon mari. Il était devenu mon producteur. Mon gestionnaire. Chaque soir, il me fixait et murmurait. Je devrais peut-être arrêter d'être ton mari et devenir ta marque. Je riais, nerveusement. Mais lui, jamais. Petit à petit, toute forme de tendresse a disparu de notre maison. Plus de mots doux. Plus de rire. Juste un calendrier, des alertes. Alerte, GI, Kéro mardi. Tenue noire. Caméra prête. Il filmait maintenant. Il avait installé des lumières, des angles de prise de vue. Il appelait ça de l'art. Moi, je l'appelais autrement. J'ai pleuré. J'ai crié. J'ai dit non. Mais il me répondait toujours la même chose. Tu en as redemandé. Alors j'ai commencé à disparaître. Lentement. Morceau par morceau. J'ai raté l'anniversaire de ma nièce. J'ai ignoré les appels de ma mère. J'ai arrêté d'écrire. D'imaginer. De rêver. Ma vie n'était plus qu'une scène sans fin, flottant entre l'espoir et le désespoir. Un soir, poussé par une intuition soudaine, j'ai ouvert le placard de la chambre d'amis. Et j'ai trouvé des preuves. Des dossiers étiquetés, mars, avril, mai. Des clés USB. Des contrats. Mon nom. Mon visage. Ma honte. Archivé. Classé. Exploité. Quand je l'ai confronté, il n'a même pas cligné des yeux. Il m'a simplement dit. Tu as dit que je ne suffisais pas. Alors je t'ai fait plus que nécessaire. Pour tout le monde. Cette nuit-là, j'ai pris une valise. J'ai décidé de partir. Mais mon téléphone avait disparu. Mes clés aussi. Et Smith se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Tu ne vas nulle part, a-t-il dit, sa voix douce et glacée. Ta place est ici maintenant. Et ce fut ce jour-là, sous une lumière pâle et grise, que j'ai enfin compris une vérité que mon cœur refusait d'admettre depuis trop longtemps, je n'étais pas sa femme. J'étais sa possession. Un corps qu'il exposait, une image qu'il contrôlait. Une vitrine silencieuse derrière laquelle il avait construit son empire d'ombre. Cela faisait déjà plusieurs semaines que plus aucun homme n'avait franchi le seuil de notre maison. Le silence y régnait comme un fantôme omniprésent, lourd, oppressant, pesant bien plus que n'importe quel cri, bien plus que la violence des mots que nous n'échangions même plus. Il n'y avait plus rien à dire. Smith continuait de parcourir les couloirs avec cette assurance glaciale, comme s'il en possédait chaque mur, chaque respiration, chaque souvenir figé dans le silence. Moi aussi, je marchais dans cette maison, mais en vérité, je ne faisais que chercher la fissure. Celle par laquelle tout allait s'effondrer. Celle que mon cœur repérait déjà, bien avant mes yeux. C'était un vendredi. Il pleuvait sans répit. Une de ces pluies épaisses qui avalent la lumière, qui assourdissent tout, même le battement de son propre cœur. Et c'est ce jour-là que Smith commit une erreur, il laissa son ordinateur portable ouvert. Lui qui verrouillait toujours tout, qui effaçait ses traces comme un criminel méthodique. Mais cette fois, non. L'écran brillait, seul, dans la pénombre du salon. Je n'aurais pas dû regarder.
Je le savais. Mais je l'ai fait. Mes mains tremblaient, mon souffle se coupait à mesure que les fenêtres s'ouvraient une à une. Des dossiers entiers. Des centaines de vidéos. Toutes étiquetées. Classées. Montées, mises en ligne, vendues. C'était là. Noir sur blanc. Il ne s'agissait plus d'un fantasme brisé. Il ne s'agissait plus de sexe ou de couple. Il s'agissait de commerce. De profit. De trahison. Mon corps, mon image, mon intimité, tout avait été capturé, découpé, monté, puis vendu. Des inconnus avaient payé pour regarder ma vie se consumer à l'écran. Et lui, Smith, mon mari, l'homme qui avait juré de me protéger, avait empoché plus de 4000 $ avec ce que je n'avais jamais consenti à donner. Quelque chose en moi s'est brisé à cet instant précis. Je me suis levée d'un bond, nue sous ma chemise de nuit, les pieds nus claquant contre le sol froid. Je suis sortie dans la rue sans réfléchir, sans prendre de manteau, sans prendre le temps de pleurer. Il pleuvait à verse, une pluie battante, glacée, qui s'abattait sur moi comme une punition divine. J'ai couru ainsi, à moitié vêtue, trempée, jusqu'à la porte de Vanessa, ma voisine. Vanessa, douce et discrète, une femme plus âgée qui, des mois plus tôt, nous avait accueillis avec un ragoût encore fumant. Ce jour-là, elle ne m'a pas posé de questions. Elle m'a ouvert sa porte sans un mot, m'a enveloppée dans une couverture chaude, et a passé un simple appel. 2 heures plus tard, la police arrêtait Smith à la salle de sport. Ils ont tout trouvé. Le matériel. Les contrats. Les transferts d'argent. Les preuves. Chaque recoin de la maison portait la trace de son entreprise cachée. Ils m'ont raccompagné chez moi, cette maison devenue étrangère, pour que je récupère mes affaires. Mais chaque pièce ressemblait désormais à un décor de théâtre abandonné, hanté par la douleur. Les murs semblaient murmurer. Les objets criaient leur vérité. J'avais envie de m'agripper à quelque chose, de hurler, de fuir. Alors j'ai tout laissé derrière moi. La maison. Les vêtements. Le passé. J'ai trouvé refuge dans un petit studio au bord d'un lac, un endroit simple et silencieux, loin de tout. J'ai commencé une thérapie. J'ai supprimé mes anciens comptes. J'ai changé mon nom en ligne. Et surtout, j'ai recommencé à écrire. Pas pour briller. Pas pour exister aux yeux des autres. Mais pour survivre. Pour mettre des mots sur ce que je ne comprenais pas encore moi-même. J'ai écrit ma vérité. Crue. Sans filtre. Et peu à peu, des inconnus ont lu. Ils ont compris. Leurs messages sont devenus mon baume. Leur compassion, mon fil de survie. Je n'étais plus seule. Alors, à vous qui m'écoutez aujourd'hui, écoutez bien. Avoir des désirs, vouloir plus, rêver plus grand, cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Mais laisser cette quête vous dévorer, permettre à quelqu'un d'autre d'utiliser cette faim contre vous, peut tout réduire en cendres. Et dans ces cendres, parfois, on finit par se retrouver. C'est ce que j'ai fait. Cette fois, je reconstruis. Lentement. Solidement. Non pas par espoir. Non pas pour être vu. Mais pour retrouver la paix. Une paix simple. Authentique. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à soutenir ma reconstruction. Abonnez-vous à ma chaîne Camille Histoire d'amour, pour ne rien manquer de la suite. Laissez un commentaire, partagez ce que vous avez ressenti. Votre voix compte. Votre soutien m'aide à continuer. Merci. Et à très bientôt.